Et je salue mes invités qui viennent de nous rejoindre. David Kella, bonsoir. Vous êtes économiste et vous êtes l'auteur du livre Déclin et chute du néolibéralisme. Tous mes invités ce soir ont écrit des ouvrages. C'est votre cas aussi, Benoît Biteau. Merci d'être avec nous, député européen Europe Écologie Les Verts. Vous êtes paysan en Charente et vous êtes l'ouvrage de Paysans résistants. Charente-Maritime, très bien. Étienne Fourmont. Certains vous connaissent peut-être sur les réseaux sociaux. Possible. Vous êtes très très présent, vous êtes agriculteur dans la Sarthe, exactement, éleveur de vaches laitières et auteur du livre Peace and Food. Étienne, est-ce qu'aujourd'hui vous avez eu l'impression d'avoir des premiers éléments de réponse ou du moins de compréhension? On a beaucoup entendu, on est abandonné, on n'est pas écouté. Est-ce qu'il y a un petit changement aujourd'hui? Il y a une écoute. Il y a aussi peut-être une prise de conscience qu'il y a un mal-être dans le monde agricole. Après, on reste pour l'instant que sur des grands ou petits discours, des petites annonces. La question, ça va être les actes derrière. La mise en place de ces actes derrière. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que ça va apaiser notre colère? Ça va être aux politiques et surtout au gouvernement, évidemment, de les mettre en place très rapidement. Benoît Biteau, cette colère, elle couve depuis combien de temps? Elle couve depuis longtemps parce que ça fait trop longtemps qu'on ne prend pas soin, on ne protège pas les agriculteurs et qu'on est dans des fuites en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des mesurettes qui sont proposées que moi je considère comme des fuites en avant, mais ce même gouvernement est le gouvernement qui a validé la PAC, qui continue de distribuer de l'argent public de façon parfaitement inéquitable, c'est-à-dire que 80% de l'enveloppe est captée par 20% des agriculteurs. Et comme le critère de distribution des aides, c'est les unités de surface, plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Et donc c'est les gros qui captent la majorité des aides. Et les 80% d'agriculteurs qui ne doivent se contenter que des 20% d'aides de la PAC, eh bien ceux-là, ils sont en grande difficulté. Et il y a longtemps qu'on le dit, et c'est pas juste Benoît Biteau qui le dit. La Cour des comptes européenne a attiré notre attention là-dessus déjà, notamment dans la discussion de cette PAC qu'on vient de mettre en place au 1er janvier 2023, et dont personne n'a tenu compte, en tout cas pas ceux qui sont aux manettes aujourd'hui. Ce même gouvernement relance des discussions dans le cadre d'accords de libre-échange. Ils veulent relancer la discussion dans le cadre du Mercosur. Ils ont participé à la validation d'un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, on va faire entrer en Europe l'équivalent de la moitié de la production de viande ovine produite en France qui va venir inonder le marché européen. Et on va s'étonner que les agriculteurs ne s'en sortent pas, on va s'étonner que les agriculteurs soient en colère aujourd'hui. Moi je dis que, et c'est un terme paysan, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, la colère des agriculteurs, eh bien ce gouvernement récolte ce qu'il a semé. Alors, on va écouter aussi la réaction de Sébastien Guérino. Merci d'être avec nous à distance. Vous êtes agriculteur en Seine-et-Marne, vous êtes céréalier. Quel est votre sentiment ce soir après avoir suivi les quelques annonces, en tout cas les mots pour l'instant, les mots du gouvernement? Ici, en fait, on a les mêmes problèmes que dans tous les départements. Il y a un mal-être, je l'ai entendu dans vos reportages au niveau européen, on partage un mal-être, c'est pas un problème franco-français comme dit M. Biteau, puisqu'il y a des manifestations en Allemagne et dans d'autres pays européens. En fait, on se demande vraiment qu'est-ce qu'on attend de nous. On nous a vendu une montée en gamme, on nous rajoute tous les ans des contraintes au niveau de l'administration, au niveau de l'environnement, et derrière, on n'est pas rémunéré pour ces services-là, en fait. On vend des productions au marché mondial. Monsieur Biteau, par contre, il a raison sur le fait qu'on laisse rentrer des productions qui répondent pas à nos normes, et nos agriculteurs, ils se sentent trahis. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage généralement, qu'on soit céréalier, qu'on soit viticulteur, qu'on soit éleveur. Et c'est ça qui fait gronder la colère, surtout dans le milieu agricole. On sait vraiment pas, on n'a pas de feuille de route en fait. On a l'impression d'être trahi à chaque fois, de nous en demander plus. Et en fait, ça effrite notre énumération. Laurent Geoffrin, on avait hier une téléspectatrice qui nous demandait pourquoi le gouvernement n'a pour l'instant rien fait. Est-ce qu'il se réveille un petit peu en retard, là? J'ai l'impression, oui. Ce qui serait dramatique, à mon avis, c'est que l'affaire se politise au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que ça tourne. On sent bien qu'il y a cette volonté dans certains partis et dans certaines organisations agricoles aussi d'en faire un bras de fer entre les paysans et l'écologie. C'est-à-dire que les paysans seraient hostiles à l'écologie et l'écologie serait dirigée essentiellement contre les agriculteurs en les empêchant de vivre, en les empêchant de travailler, etc. C'est vrai qu'il y a des contraintes, c'est vrai qu'il y a des objectifs
environnementaux, climatiques qui peuvent être gênants pour l'agriculture, c'est vrai. Mais le drame, ce serait qu'on abandonne les objectifs qui ont été fixés et au niveau national et au niveau européen dans la lutte pour le climat, parce qu'il y a une protestation qui, elle, est liée plutôt, à mon avis, à des affaires de revenus plus qu'à des normes. Les normes, c'est vrai que c'est contraignant, c'est gênant pour travailler, tout ça. Mais enfin, c'est quand même le revenu agricole qui est en cause. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitations qui vendent des produits à des prix qui ne suffisent pas pour vivre. Et donc qui risquent de disparaître. Ou des gens qui sont sous-payés, qui travaillent 50 heures par semaine et qui touchent un salaire de misère. C'est ça le vrai problème. Les normes environnementales, elles ne sont pas faites contre les paysans. Elles sont faites pour sauvegarder la population européenne et mondiale des dangers que recèle le dérèglement climatique. Si on laisse tomber cette politique, tout le monde en pâtira, y compris les agriculteurs d'ailleurs. Et donc, on va voir... ça le risque de cette affaire, c'est que ce soit une espèce d'affaire des gilets jaunes. Au lieu d'être dirigé contre les gens qui ne sont pas assez solidaires du monde paysan, ce sera dirigé contre les normes écologiques. Et ça, c'est dangereux. Et tout à l'heure, on parlera justement de cette question de l'argent. Est-ce que c'est le nerf de la guerre? Pour l'instant, on va s'arrêter un peu sur les différents mécontentements qui s'expriment dans ces manifestations. C'est un sujet qui est signé Anne-Solène Tavernier. Les 3 heures d'échange avec le préfet de Haute-Garonne n'auront rien donné et c'est toujours aussi déterminé que ces agriculteurs repartent direction cette portion de l'autoroute A64 où depuis jeudi ils tiennent un barrage pour faire comprendre qu'ils ne peuvent plus vivre de leur métier. Quand vous avez 58% de taxes sur du gasoil, 58% de taxes, d'accord, qu'en plus on nous met des normes environnementales. Il arrive un moment, on nous a bloqué le métier. Le salaire moyen d'un agriculteur dans le département, c'est 336 €. Mais on se fout de qui? C'est autour de bras zéro que ces agriculteurs se réchauffent. Les températures hivernales ne sont rien par rapport à ce qu'ils nomment la détérioration de leurs conditions de travail. Il y a un problème d'évolution des cours des céréales qui stagne et une hausse des charges qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, on est quasiment tous déficitaires. Donc c'est inconcevable de vendre nos produits à perte. Des pertes qui, pour certaines, sont dues à la MHE, une maladie bovine. On n'a aucune possibilité de traitement très efficace et on n'a pas d'aide pour les éleveurs qui ont eu des bêtes bloquées à cause de cette maladie dans leurs élevages pendant plusieurs mois. Des bêtes qu'on a fait manger, qui n'ont pas pu être vendues et donc des gros problèmes de trésorerie avec des établissements bancaires qui ne sont pas forcément très compréhensifs dans la conjoncture actuelle. Une conjoncture qui comprend aussi la hausse des coûts de l'énergie. Un trop-plein qui, pour le leader de ce mouvement contestataire, conduit bien souvent les exploitants au pire. Ils n'ont pas envie de retrouver leur père comme je l'ai connu moi, mort au milieu d'une cour de ferme. Ils veulent continuer à vivre en famille et que le métier ne devienne pas, on va dire, un génocide. Face à ce qu'ils estiment un manque de soutien du gouvernement, ils réclament de rencontrer directement le Premier ministre. On a entendu dans la bouche de ces agriculteurs les faibles revenus, les taxes, les normes, l'accès à l'eau. Comment vous, David Kella, vous analysez cette colère? Déjà, il y a un problème conjoncturel. Les montants de la PAC diminuent dans le prochain budget, dans le budget actuel. Il faut savoir que la PAC n'a cessé de diminuer ces dernières années, que par ailleurs, on impose aux agriculteurs de lutter sur les marchés mondiaux, c'est-à-dire d'avoir des prix mondiaux qui sont liés à des types d'agriculture qui sont différents. Tout à l'heure, on parlait de la Nouvelle-Zélande. Alors, le problème de la Nouvelle-Zélande, d'une part, c'est que c'est loin, donc il faut importer avec des émissions de carbone du transport. C'est des bateaux frigorifiques, donc ils émettent des émissions parce que c'est des frigos, et puis en plus parce qu'il y a beaucoup de transport. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour produire un ovin, donc du mouton en Nouvelle-Zélande, eh bien, on a besoin de quasiment aucun coût de travail. On laisse les moutons gambader, ils ont d'énormes terres, donc ça coûte rien. Alors c'est par ailleurs de la nourriture de bonne qualité, puisqu'ils sont quasiment à l'état sauvage. Mais le problème, c'est que nos agriculteurs, eux, ils doivent gérer des troupeaux, des bétails, avec des surfaces bien plus faibles, parce qu'on n'est pas en Nouvelle-Zélande, on est dans un territoire dense en population, on n'a pas des gigantesques hectares qu'on peut se permettre de mal utiliser. Donc on a deux types d'agriculture qui sont contradictoires. Ces accords de libre-échange, ils posent d'énormes problèmes de justice, et y compris
dans le fait qu'on va chercher à mettre en concurrence des modèles d'agriculture différents. Et on a la même chose avec le Canada, on a la même chose avec le Mercosur. Et je pense qu'il faut avoir ne serait-ce que des clauses miroirs dans les accords de libre-échange, c'est-à-dire faire en sorte que quand on impose des normes à nos agriculteurs, eh ben, que ces normes soient respectées aussi par nos partenaires. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la question de l'argent, des revenus. Combien gagnent les agriculteurs français? C'est votre rendez-vous à l'épreuve des faits qui est préparé ce soir par Andoni Hospital. Et voici quelques chiffres et informations à avoir en tête. D'abord, près d'un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, avec un revenu inférieur à 1 086 € net par mois. Le niveau de vie médian des agriculteurs est de 22 000 € par an, ce qui est légèrement inférieur au niveau de vie médian des ménages français, qui est un peu plus de 23 000 € par an. En fait, il existe d'énormes disparités entre les agriculteurs en France. Selon l'INSEE, dans ce secteur, les 10% d'agriculteurs les plus modestes gagnent moins de 9 800 € par an, quand les 10% d'agriculteurs les plus aisés gagnent plus de 46 500 € par an, dont presque 5 fois plus que les plus modestes. Et ces disparités, on les remarque aussi entre départements. On va regarder cette carte de France métropolitaine qui compare les revenus des agriculteurs enregistrés par l'INSEE. Plus c'est rouge, plus le niveau de vie est élevé. Niveau de vie des ménages agricoles qui est plus élevé en Île-de-France, globalement plus important dans le nord-est de la France et plus faible, vous le voyez, dans les départements en rose pâle, Lozère, Creuse, Ariège et Ardèche. Étienne Fourmont, il y a plusieurs visages à cette agriculture. Ah mais l'agriculture française, elle est d'une diversité incroyable. Alors, Et qui souffre en ce moment? Est-ce que tout le monde souffre ou est-ce que certains agriculteurs sont en train de souffrir? Alors moi, j'aurais tendance à dire que tout le monde souffre, mais différemment en fonction des zones. Là, on voit sur la carte, différemment en fonction des zones géographiques. Alors l'élevage quand même est quand même plus mis à mal que le reste des productions en France, que ce soit élevage de porc, de viande, de volaille, quoi que ce soit, plus mis à mal. Mais ça montre aussi, la diversité de l'agriculture française de par ses régions et de par ses productions. Ça va être évidemment plus facile de faire, par exemple, de la viande dans notre région de Grand Ouest que dans le Cantal, par exemple, pour faire simple, parce que les saisons, parce que le climat, parce que, pardon, pas le climat, mais la montagne, ces choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les coûts de production vont être plus élevés. Il y a plein de paramètres qui vont entrer en compte, pareil pour le lait ou d'autres productions. Mais ça devrait pas, enfin, je veux dire, des gens qui travaillent 50, 60, 70 heures par semaine devraient pas avoir un revenu aussi faible, sachant qu'ils sont un maillon essentiel à la sécurité alimentaire du pays. D'en arriver là, ça devient catastrophique. Vincent Bougès est avec nous, président des jeunes agriculteurs en Gironde. Ces difficultés sur les rémunérations, elles ne sont pas nouvelles, mais il a fallu encaisser l'inflation. Et ça a été extrêmement compliqué. Racontez-nous. Oui, tout à fait. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la question des revenus des agriculteurs est quelque chose qui est la base essentielle du mal-être. On s'aperçoit que la question de ce manque de revenus est liée à une explosion des charges. Alors après, bien entendu, ça va dépendre des différentes filières, mais l'explosion du niveau du coût de l'énergie a été important. On s'aperçoit aussi qu'il y a la question de tout ce qui va être la superposition normative qui fait que finalement on a dû adapter nos systèmes de production, que ce soit en termes d'investissement ou sinon à revoir aussi nos itinéraires de production qui augmentent à la fois nos temps de passage, nos charges, sans forcément derrière avoir des prix qui s'adaptent à ces hausses de charges. Et aujourd'hui, clairement, l'équilibre est compliqué à trouver. Moi en particulier, je suis dans une région viticole, à Bordeaux. Quand on voit aujourd'hui le prix du vin qui ne cesse de baisser et derrière des charges qui explosent, où on nous demande aussi beaucoup plus d'engagement en termes environnementaux, et tout ça a bien entendu un coût, et derrière on n'arrive pas à trouver le retour. Benoît Biteau, je voulais vous faire réagir à ce que dit Vincent. Il nous dit la base essentielle du mal-être, c'est effectivement la question des revenus, de l'argent. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Évidemment, et j'ai envie de rebondir sur une phrase que j'ai trouvée extrêmement pertinente de Laurent Geoffrin qui disait « il faut rémunérer ».
il faut rémunérer. Mais il faut rémunérer aussi les services que rend l'agriculture dans l'intérêt commun. Et effectivement, on peut considérer que respecter un peu mieux le climat, respecter un peu mieux la biodiversité, c'est des contraintes. Sauf que la première victime du changement climatique, la première victime de l'effondrement de la biodiversité, ça va être les agriculteurs. Quand il n'y aura plus de pollinisateurs pour polliniser les récoltes, il n'y aura plus de récoltes. Et donc, on a besoin de ce climat et de cette biodiversité. Et le grand écueil des orientations politiques choisies par ce gouvernement, entre autres, c'est de ne pas faire le lien entre la nécessité de protéger le climat, qui va être la condition pour garder un espoir de souveraineté alimentaire. Et donc, dans la mesure où on doit préserver le climat, dans la mesure où on doit préserver la biodiversité, on doit rémunérer. Et c'est ce qui ne va pas dans les politiques publiques qu'on a engagées aujourd'hui, c'est qu'on ne rémunère pas les agriculteurs qui prennent soin de l'intérêt commun. Et donc, du coup, on se retrouve avec des situations extrêmement dramatiques. Et je veux battre en brèche aussi le fait que faire de l'écologie, c'est pas forcément télescoper des revenus, des bons revenus pour l'agriculteur. Les centres de gestion nous montrent d'ailleurs l'exact inverse. Les centres de gestion nous expliquent que ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est ceux qui ont adopté des logiques agroécologiques. Et puis, ce gouvernement, je reviens sur la carte, on a vu que la zone du Limousin, du Massif central, étaient les zones les plus délicates, les zones de montagne. On avait un dispositif qui s'appelle l'indemnité compensatoire au handicap naturel, qui s'adressait aux éleveurs, parce que c'est eux les principaux impactés, parce que justement, ils prennent soin des zones de montagne. On avait aussi ce dispositif sur les zones humides, avec des éleveurs qui prennent soin des zones humides. Et ce gouvernement, pour ne pas impacter les enveloppes PAC qui s'adressent aux grands céréaliers du Nord, ils sont dans le noir là, c'est le rouge, très très rouge. C'est le rouge. Eh bien, pour pas impacter les aides publiques que touchent ces gens-là, on a fait baisser les zones éligibles à cette indemnité compensatoire au handicap naturel. Eh bien, c'est précisément un outil de rémunération d'agriculteurs qui prennent soin du climat, de la biodiversité, dont on aura besoin pour préserver la capacité de production agricole sur nos territoires et partout dans le monde. Laurent Geoffrin. J'ai une question toute simple à vous poser, qui est un peu délicate. Est-ce qu'il faut que les produits alimentaires dans nos magasins soient plus chers ? C'est pas forcément évident. Aujourd'hui, alors, est-ce qu'on a 2 minutes pour ça ? Lui, il dit oui. Alors, oui, non, et puis une petite explication. J'ai une explication. C'est que aujourd'hui, les produits réputés peu chers dans les grandes enseignes, qu'on trouve donc, et qui s'adressent, paraît-il, aux gens qui ont un revenu modeste, en vérité, le sont pas chers parce qu'on a des politiques publiques qui réparent les dégâts des productions agricoles qui s'appuient sur beaucoup de pesticides et beaucoup d'engrais de synthèse. Si on appliquait un principe fondateur, par exemple du budget des agences de l'eau, du principe pollueur-payeur, en vérité, les produits réputés pas chers dans les grandes surfaces seraient horriblement chers parce qu'on devrait adosser le poids de la réparation des dégâts de cette agriculture-là dans le prix du produit. Et donc, ça va dans le sens de la rémunération de la prise en charge de l'intérêt commun. C'est-à-dire que si on rémunère les agriculteurs comme il faut, quand ils prennent soin du climat et de la biodiversité, eh bien, on n'a plus ce différentiel de prix qu'il y a entre les produits pas chers et les produits de très bonne qualité, parce que, justement, on n'utilisera plus cette enveloppe pour réparer les dégâts, mais au contraire pour rémunérer les agriculteurs qui font bien. Alors on a un chiffre ici, 57% des Français seraient prêts à payer plus cher pour soutenir les agriculteurs. Oui, mais ça, c'est un sondage. C'est un sondage IFOP. Et justement, différence entre les sondages et la réalité ? Oui, il y a une différence parce que d'ailleurs c'est pas pour ça qu'ils seront contents de payer plus cher leurs aliments, parce que la question qui va se poser, c'est est-ce que vraiment ce que je paye plus cher est écologique ? Donc si on voit une augmentation des prix, c'est certain, mais est-ce qu'on sait derrière, est-ce qu'on a la garantie que vraiment ça aide la nature ? Et alors l'autre question, c'est 57%, c'est pas la totalité. Oui, c'est un peu plus de la moitié. Ben oui, d'accord, mais on peut pas comment dire, faire payer davantage ceux qui ont les moyens et mettre la tête sous l'eau de ceux qui déjà s'en sortent pas. Donc c'est aussi un autre problème. Les réactions, Sébastien Guérineau, vous vouliez réagir, on vous écoute. Je fais partie de la zone rouge. Et ce qui est important de savoir, c'est que la moyenne d'âge des agriculteurs aujourd'hui dans mon secteur, mais c'est une réalité pour toute la France, c'est 52 ans. Je fais partie du haut du panier. Dans la rémunération, on est de 25 à 35 000 euros.
On l'a dit tout à l'heure, un agriculteur, il fait entre 50, 60, voire 70 heures par semaine. C'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences, c'est-à-dire il faut qu'il soit mécanicien, il faut qu'il soit technicien, il faut qu'il soit gestionnaire. En fait, c'est des métiers qui requièrent quand même du talent. Et moi, je sais pas, je suis franchement frustré de savoir qu'il y a des gens qui énumèrent 9 000 euros et je me demande même comment ils font pour vivre. Mais même si vous expliquez, moi qui suis en Ile-de-France, que quelqu'un va travailler 60 heures par semaine avec autant de compétences pour gagner 2500 euros net par mois en fin de carrière, c'est pas motivant. On va avoir du mal à renouveler nous-mêmes. Il a complètement raison. Étienne Fourmont. Ouais, non, il a complètement raison, Sébastien. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'à un moment donné, les Français comprennent que l'alimentation, c'est vital pour notre pays. Donc, c'est-à-dire que c'est vital pour la sécurité alimentaire du pays, et la sécurité alimentaire du pays va avec la sécurité, la tranquillité aussi du pays. Donc, on a fait croire aux gens. Vous allez aujourd'hui n'importe où en France, vous voyez des tonnes de nourriture dans les grandes surfaces, où vous avez l'impression que la nourriture, c'est en abondance, et que c'est pas gratuit, mais que, vous allez avec votre caddie, vous prenez toute la nourriture que vous voulez, entre guillemets. Vous payez évidemment à la fin le caddie, mais il faut vraiment pas qu'on s'imagine en France qu'aujourd'hui la sécurité alimentaire c'est gagné. Ça a un coût derrière. Alors ça a un coût économique, ça a un coût environnemental. Moi je reste quand même persuadé que en France, on a une des meilleures alimentations du monde, une des alimentations les plus écologiques au monde. Et je ne veux surtout pas opposer les modèles entre les conventionnels et entre les bio en France. Je pense que tous les modèles ont leur importance et ont le droit de travailler en France. Et je reste aussi persuadé que écologiquement, on pourra toujours laver plus blanc que blanc. Si c'est aujourd'hui pour importer la nourriture d'étrangers comme on le fait en ce moment, ça ne servira absolument à rien de laver plus blanc que blanc. On va écouter Gabriel Attal. On le disait tout à l'heure, il était en déplacement dans le Rhône. Il s'est adressé aux agriculteurs et notamment sur la question des revenus. Il faut que vous puissiez vivre de votre travail. Parce que vous l'avez dit, s'il y en a qui connaissent le sens du mot travail, c'est quand même nos agriculteurs et nos éleveurs. Parce que là, on n'est pas sur, on compte les 35 heures ou autre. C'est du temps permanent pour son exploitation et pour les Français. Et garantir la rémunération, c'est quoi? Ça veut dire faire en sorte que dans toute la chaîne, avec la grande distribution, le consommateur, etc., il puisse y avoir une juste part pour les agriculteurs. Vincent Bougès, les jeunes agriculteurs vont être reçus par Gabriel Attal, ce sera lundi. Là, quand vous écoutez ces mots du jour, vous dites quoi? Mais on attend concrètement des actes parce que quand même ça fait depuis quelques années qu'on travaille et qu'on essaye de proposer des solutions, de les porter aux ministres et aussi de travailler avec les parlementaires. Aujourd'hui, on attend des actes. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les campagnes, ce sont des cris de colère, des cris de désespoir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les mobilisations peuvent aussi s'amplifier. Et cette détresse, il va falloir, pour la calmer, trouver des actes. Et ces actes, ça ne sera pas simplement par des paroles. Il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites. Il y a eu aussi quelques annonces aujourd'hui, mais il y a quand même un dispositif tel que la loi Egalim qui aujourd'hui doit être concrètement appliquée. Il faut lui donner la peine qu'elle existe et qu'elle aboutisse à de réels résultats. Derrière tout ça, on s'aperçoit qu'aussi on a un horizon des élections européennes, donc ça donne aussi une ouverture aussi sur le débat de ce qu'on veut à l'échelle de l'Europe au niveau de l'agriculture. Tout à l'heure, vous avez parlé la question des distorsions de concurrence. Ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut qu'on arrive à mettre en place dans le projet européen. On ne peut pas parler aujourd'hui de souveraineté alimentaire et derrière de marché commun si derrière on n'a pas les mêmes règles. David Keller, on a une question de Francky, un téléspectateur, qui nous demande: pourrait-il y avoir une loi pour prioriser une consommation locale, voire nationale, et sauver notre agriculture? Alors, il ne peut pas y avoir de loi aujourd'hui en France qui aille contre les principes du marché unique, c'est-à-dire qui instaure la préférence nationale pour l'alimentation, la production agricole. Je pense que c'est un problème, parce qu'on devrait avoir dans chaque pays des réglementations, des lois qui protègent l'agriculture vivrière, c'est-à-dire l'agriculture produite localement pour nourrir les gens du coin.
Sauf que ça, c'est incompatible avec le principe du libre-échange et du marché unique. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'irrite profondément. Quand on a commencé à rentrer dans la mondialisation, la France a défendu, et à mon avis à juste titre, l'exception culturelle. En disant la culture, on peut pas, il faut qu'on continue de la subventionner, il faut qu'on continue de la protéger, il faut qu'on garde des quotas de films français, de musique française, etc. Il faut qu'on ait le prix unique du livre. Par contre, l'agriculture a toujours été la sacrifiée des accords de libre-échange. Ça, c'est sûr. Hein. On l'a fait pour des raisons... l'Allemagne voulait augmenter ses débouchés pour son industrie automobile ou d'autres choses. Souvent, on disait, dans ce cas-là, on va... C'était le cas du traité de Mercosur, comme il a été signé, c'est-à-dire comme il a été négocié. C'est-à-dire qu'on augmentait les quotas d'importation des produits, notamment du bœuf argentin et autres, et on demandait à nos partenaires d'augmenter leur quota d'importation pour les véhicules européens, donc essentiellement allemands. Et on n'a vraiment jamais eu un discours sur la question de protéger l'alimentation, d'exonérer l'agriculture ou une partie de l'agriculture des accords de libre-échange et même au sein de l'Europe du marché unique, parce que un agriculteur polonais qui bénéficie du coût du travail très faible en Pologne et puis d'ouvriers ukrainiens agricoles qui travaillent en Pologne, eh bien, eux aussi, ils bénéficient d'un coût de production bien plus faible pour des raisons de normes sociales qu'en France. On a une autre question pour vous, question de Mehdi. Alors, c'est un autre prisme. Il nous demande si les manifestations actuelles des agriculteurs auront un impact sur le prix, notamment le prix du lait, parce qu'on parlait des... Alors, je ne sais pas si... C'est vrai, on a parlé de la question de peut-on protéger à la fois les consommateurs et les agriculteurs. Et il y a quand même un problème dans le gouvernement parce que la loi Egalim, il a voulu la mettre pour protéger les agriculteurs. Et puis ensuite, oh là là, les prix agricoles augmentent. Ce qui est vrai, les prix de l'alimentation ont beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, il fallait... à nouveau faire en sorte que la loi Egalim n'augmente pas trop les prix. Donc cette fois-ci, on était en train, dernièrement, pour lutter contre l'inflation, de permettre aux grandes surfaces de vendre encore moins cher. Et puis maintenant, les agriculteurs, à nouveau, se révoltent. Donc il va falloir remettre cette loi qui, en fait, permet aux producteurs en fait, de vendre, d'avoir des négociations plus faciles et de pouvoir vendre plus cher. Mais en fait, il y a un problème, quoi. On ne peut pas à la fois... que les prix soient chers pour les agriculteurs et faibles pour les consommateurs. Et donc voilà, donc, à mon avis, c'est un problème. Première question quand même. Eh ben, on y reviendra. On va se retrouver dans un petit instant, juste après la publicité. Vous restez avec nous et puis on ira aussi du côté de Toulouse, à Carbone, où les agriculteurs sont encore bien remontés ce soir, malgré leur rencontre avec le préfet. La colère est toujours là, la mobilisation se poursuit. Ils bloquent toujours l'A64 pour le 3e soir consécutif. À tout de suite. Votre Week-end direct. Céline Pitlet. Bientôt 23h30, merci de nous rejoindre dans Week-end Direct. On suit ce soir ce mouvement des agriculteurs en colère à quelques kilomètres de Toulouse et les agriculteurs qui bloquent toujours l'A64. 3e nuit de blocage. Pas convaincus par leur rencontre avec la préfecture. Nous serons sur place dans un instant. Mais tout de suite, c'est un sujet pour faire le point un petit peu avec Anne-Solène Tavernier. Il faut que vous puissiez vivre de votre travail. Parce que vous l'avez dit, s'il y en a qui connaissent le sens du mot travail, c'est quand même nos agriculteurs et nos éleveurs. Gabriel Attal a tenu à mettre les choses au clair tout de suite. Au contact du monde rural dans le Rhône, le Premier ministre a affiché son soutien aux agriculteurs dont la grogne se fait de plus en plus puissante. On a une des agricultures les plus qualitatives au monde. Il ne faut pas leur complexifier la vie avec toutes ces normes, etc. Et puis il faut prendre des mesures pour favoriser le renouvellement des générations, la transmission des exploitations aux nouvelles et le soutien aux jeunes qui s'installent. Si aucune annonce concrète n'a été faite, le locataire de Matignon a promis de faciliter la vie des exploitants agricoles en réduisant notamment la paperasse. Quasiment au même moment, Jordan Bardella était sur les terres viticoles du Médoc. Vous savez combien ça va vous coûter de plus là, par rapport à la fin ? Tête de liste aux élections européennes, le président du Rassemblement national estime que l'agriculture française traverse l'une des pires crises de son histoire. Et le coupable, selon lui, est tout trouvé. C'est l'Union européenne et l'Europe de Macron qui veut la mort de notre agriculture. Qui ne cesse de la mettre en concurrence avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde, qui ne respectent aucune des normes toujours plus dures et toujours plus lourdes qu'on impose aux agriculteurs français. Ce samedi avait donc un air de campagne électorale. Le ministre de l'Agriculture, mandaté pour visiter un élevage du Cher, a d'ailleurs répondu à Jordan Bardella. Il y a un moment, il faut être sérieux aussi avec les gens avec qui on parle. Le sujet agricole, ça fait des années qu'on s'en occupe, côté gouvernemental. Je ne dis pas qu'on a tout réussi. M. Bardella, il était député européen. Qu'est-ce qu'il a défendu au niveau européen? Quelle vision il a défendue?
Et maintenant, à 5 mois des élections, il vient nous expliquer que le sujet agricole est un sujet important. Pardon, on l'avait remarqué. Pardon, on s'en était un peu occupé. Et donc, il faut faire attention à cette démagogie-là. Le gouvernement est toutefois inquiet quant à l'ampleur que pourrait prendre ce mouvement de colère des agriculteurs. Marc Fesneau a ensuite participé à une réunion de travail avec les organisations professionnelles agricoles. Un temps d'écoute et d'échange. Nicolas Laurent, vous êtes à Carbone, près de Toulouse. Les agriculteurs bloquent toujours l'autoroute, la 64. Ils ont rencontré le préfet aujourd'hui, mais ce soir, il semble plus remonté que jamais. Aucune avancée, et c'est pour ça qu'ils nous le disent d'ailleurs lorsqu'on échange avec eux. Ils vont continuer ce combat ce soir, cette nuit, mais aussi demain et dans les prochains jours avec plusieurs revendications. Je vous les résume brièvement. D'abord, ils veulent moins de taxes, moins de bureaucratie, plus de liberté, et ils veulent que cette concurrence déloyale prenne fin. On continue de vous faire vivre les coulisses de ce blocage de l'autoroute A64 en donnant la parole notamment directement aux agriculteurs pour qu'ils nous racontent leur quotidien. Jean-Marie, quelles sont, vous parlez des revendications, décrivez-moi un petit peu votre quotidien, vous, et les difficultés que vous rencontrez. Aujourd'hui, on fait 70 heures par semaine. Moi, mes journées, c'est lever entre 5h30 et 6h, commencer le travail à 6h pour finir le soir des fois à 10h. Et les journées sont vraiment longues, et tout ça pour un salaire. Aujourd'hui, sincèrement, avec la hausse des charges, je ne me retire plus de salaire. Donc, vous n'avez plus de revenus? Là, moi, pour moi perso, je suis au RSA, j'ai plus de revenus. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, faire 70 heures par semaine, investir comme j'ai investi dans une entreprise pour pouvoir toucher le RSA, enfin, je ne suis pas salarié de l'État, quoi. Enfin, moi, tout ce que je demande, c'est d'avoir un SMIC, quoi. Il y a énormément de jeunes agriculteurs ce soir. Je vois votre fille à côté, Mia, qui est dans un lycée agricole. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes? Vous les encouragez toujours à faire ce métier ou vous leur dites « non, c'est trop dur, fais autre chose » ? Alors moi, honnêtement, ma fille est piquée, elle est passionnée. Je ne peux pas lui dire de ne pas faire ce métier parce que c'est sa passion. Mais enfin, ça ne me fait pas plaisir. Hein. Quand je vois mes horaires et les contraintes, enfin, honnêtement, je préférerais qu'elle fasse autre chose. Hein. Et toi, Mia, tu veux quand même continuer? C'est ce que tu nous dis. Oui, je veux continuer parce que c'est quelque chose de passion. Et c'est un contact qui se fait en fait dans le cœur, et je pourrais jamais expliquer ce qui s'est passé avec ce métier-là. Merci à tous les deux. Vous le voyez, le combat continue encore ce soir. Toujours beaucoup de monde alors que les températures baissent. Dorine va vous montrer, il y a plusieurs dizaines de tracteurs qui sont toujours garés sur cette portion de l'autoroute A64 et plusieurs dizaines d'agriculteurs vont dormir dedans ce soir toute la nuit pour continuer justement cette mobilisation. Merci beaucoup pour ce direct, Nicolas Laurent. Nous sommes avec Franck Sander, vous êtes président du syndicat agricole FDSEA du Bas-Rhin. Quel est votre sentiment ce soir, Franck, de votre côté ? Oui, bonsoir à vous. Écoutez, nous, notre sentiment, je partage tout le sentiment aujourd'hui qu'on a pu voir à l'instant et ce qui est en train de se passer sur le terrain. Moi, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je crois que on a perdu en 20 ans plus de 20% de notre production sur l'ensemble de l'élevage français, le porc, la volaille, le bovin. On a continué à importer. On a augmenté nos importations de 293% sur la volaille. On a augmenté nos importations de plus de 30 à 40% sur les fruits et légumes. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, il y a un problème tout simplement de prix, c'est vrai, vous l'avez dit, mais aussi les coûts, parce qu'attention, si nos exploitations coûtent trop cher pour produire des aliments, c'est l'importation qui va prendre le dessus. Et donc, beaucoup de choses ont été résumées ce soir, mais je crois que si on part d'un niveau mondial, effectivement, il faut des clauses miroirs, n'importons pas l'agriculture dont on ne veut pas. Et surtout, quand on perd en production, mine de rien, attention quand même, c'est pas que les importations en dehors de l'Union européenne qui font que l'agriculture française régresse, elle est en décroissance aujourd'hui, il faut le dire, mais c'est nos concurrents européens qui nous challengent quand même au quotidien et qui nous prennent des parts de marché. Et ce qui nous manque à nous, et à travers ça, quand on manque de revenus, on n'arrivera pas à installer les jeunes agriculteurs, mais ce qui nous manque à nous, c'est le manque de visibilité. C'est aussi d'être rassuré, d'avoir des garanties. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur l'Ukraine, et c'est là que l'agriculteur qui raisonne un peu, et tous les agriculteurs raisonnent aujourd'hui, ça il faut le dire, c'est que mine de rien, ce qui est en train de se passer, c'est que toutes les denrées alimentaires qui étaient exportées par l'Ukraine en dehors de l'Union européenne reviennent sur l'Union européenne, ce qui fait que on est aujourd'hui saturé de marchandises qui arrivent, que ça soit la volaille, que ça soit le sucre, que ça soit le blé, que ça soit les œufs, etc. Mais en fait,
vu que l'Union européenne ne s'occupe pas de ces denrées alimentaires qui rentrent en Europe, et ben en même temps, elle laisse la part belle à la Russie. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est que ces parts de marché qui n'étaient pas prises historiquement, qui étaient occupées historiquement par l'Ukraine, sont en train de renforcer toute la politique russe. Et donc, en fait, c'est un tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut tout simplement qu'on ait des politiques françaises, européennes, qui prennent les choses en main et qui favorisent aujourd'hui les agriculteurs. Parce que si on veut garantir la souveraineté alimentaire, mais aussi la sécurité alimentaire, tel que c'est dit aujourd'hui, il va falloir vraiment changer les choses. Et depuis trop longtemps, moi j'ai déjà, j'ai beaucoup œuvré pour la profession agricole en tant que jeune agriculteur, en tant que FDSEA. Hein, donc une fois qu'on a dépassé les 35 ou les 38 ans, on passe à la FDSEA pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Mais on voit bien que, le choc qui devrait arriver à travers des lois, de la simplification, et ben en fait n'arrive pas, et donc c'est un ras-le-bol général aujourd'hui qui se ressent dans nos campagnes. Et on va regarder quelques images, Franck Sander, parce que les agriculteurs français ne sont pas les seuls à exprimer leur colère, ce mécontentement. On le voit dans d'autres pays d'Europe. On va regarder quelques images qui ont été compilées par Andoni Hospital, notamment d'abord en Allemagne. Lundi, à Berlin, par exemple, il y avait plus de 5000 tracteurs dans les rues, selon la police, et plusieurs milliers de personnes également. Ces agriculteurs allemands, ils sont vent debout contre la suppression annoncée d'un avantage fiscal sur le carburant de leurs engins agricoles. Il y a eu aussi des manifestations en Roumanie. Hier, dans le centre-ville de Timișoara, les agriculteurs ont manifesté au volant de leurs tracteurs avec une série de mécontentements, par exemple les taux d'imposition, la lenteur du versement des indemnités. Il y a eu aussi des opérations escargots à Bucarest et dans d'autres villes de Roumanie. En début de mois, à Varsovie, en Pologne, manifestation des agriculteurs qui affirment que leur situation s'est énormément dégradée à cause de l'afflux de céréales ukrainiennes en Pologne. Et on a une question... David Kella de Bruno qui nous demande est-ce qu'il y a un lien entre ces différents mouvements, entre le mouvement en France, celui en Allemagne, celui aux Pays-Bas ? Oui, bien sûr. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, les montants de la PAC ont diminué dans le nouveau budget. Donc ça veut dire que globalement les subventions diminuent. Ensuite, il y a un contexte mondial. Donc vous avez parlé de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un grand exportateur de céréales. Les terres ukrainiennes sont tout à fait particulières. Elles ont des rendements très très élevés. Et puis, il y a une baisse des prix en fait, des produits agricoles et une hausse des prix du carburant. Tout ça, c'est des phénomènes mondiaux, mais bien sûr, ça impacte tous les agriculteurs européens en même temps. Donc, il y a à la fois des éléments conjoncturels qui sont spécifiques d'un pays, comme par exemple, pour l'Allemagne, c'est juste que le gouvernement a plus d'argent, donc il a cherché à faire des économies. Voilà, des économies dans l'avantage fiscal sur le carburant. Mais globalement, il y a un contexte de baisse des prix des produits agricoles et de baisse de la PAC qui touche tous les agriculteurs européens. On va retrouver Bruno Cardo, vous êtes agriculteur céréalier, vous êtes dans les Hauts-de-France. Pour vous, la source de votre mécontentement, parce que vous avez des mots forts, hein, vous dites on est en train de crever. Oui, je crois qu'on en arrive malheureusement à ces mots-là. J'aimerais bien utiliser une image pour illustrer notre situation. C'est une année olympique. En fait, mon métier, c'est courir un 110 mètres haies. On est tous alignés au départ, des Français, des Allemands, des Brésiliens, des Néo-Zélandais. Voilà, tout va bien. Le 110 mètres haies, c'est cultiver une année une culture, voilà, parce que c'est tous les ans. Et par contre, on n'a pas du tout les mêmes règles au départ. Moi, au départ, j'ai un jean et puis un t-shirt. Mes collègues, ils sont en tenue de sport. J'ai un sac à dos chargé de plein de contraintes et plein de normes totalement incohérentes. Et je dois prendre le départ comme ça. Je dois franchir les haies. Et c'est de la géopolitique, des aléas climatiques, l'inflation et j'en passe. Et je dois me débrouiller comme ça. C'est comme ça tous les ans. Donc, on n'est pas du tout égaux sur la ligne de départ. Et je mettrais vraiment la cerise sur le gâteau, c'est qu'au moment où le top départ est donné sur mon 110 mètres haies, eh ben on me baisse le pantalon sur les chevilles. Et je plaisante pas, parce que en fait, j'ai le sentiment que l'année dernière, Madame Borne nous a baissé le pantalon. Je ne mâche pas mes mots. Au salon l'année dernière, elle nous a dit, au salon d'agriculture, elle nous a dit ce sera fini, les interdictions sans solution, c'est terminé. On a appris des néonicotinoïdes, voilà. Promis juré, plus de surtransposition. Là, on se retrouve encore aujourd'hui avec 75 molécules de synthèse qui vont nous être interdites sans solution. On se retrouve encore avec plein de réglementations totalement incohérentes.
Donc oui, on est en colère et oui, on en arrive à des situations comme on voit ce week-end. Benoît Biteau, vous qui êtes député européen, la bataille là, pour les agriculteurs, c'est à quel niveau qu'elle va se jouer ? Le principal levier de l'Union européenne, et d'ailleurs ils aiment beaucoup parler de l'effet levier des politiques publiques européennes, c'est la politique agricole commune. Sauf qu'on a loupé la marche, c'est-à-dire qu'on a loupé la marche de cette réforme de la PAC qui pouvait permettre de mieux répartir l'enveloppe qui est en baisse pour que tout le monde se retrouve. C'est-à-dire que il y a une frange d'agriculteurs que vous n'allez pas voir manifester là. Les 20% dont je vous ai parlé qui capent les 80% de la PAC, ils sont pas sur leur tracteur ni sous le pont de l'autoroute ni à Berlin. Ceux-là, ils sont confortablement installés. Eh bien, c'était ça l'enjeu de la réforme de la PAC. Et on a un invité de dernière surprise, c'est l'Ukraine. On a beaucoup parlé d'Ukraine là dans cette séquence. Ouais. On voit bien que ce que nous montre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est que la construction de la sécurité alimentaire basée sur la spécialisation de zones de la planète. Le bloc céréalier tournesol sur le bloc russo-ukrainien, les protéines sur le continent américain, les céréales et le tournesol sur le continent européen. On voit bien toute sa fragilité quand on a un contexte géopolitique délicat, quand on a un contexte climatique délicat. Et donc il faut repenser la sécurité alimentaire. Il faut la repenser autrement que basée sur les échanges mondiaux. Toujours est-il que là, l'Ukraine, c'est l'invité de dernière minute sur la future négociation de la politique agricole commune qu'il va falloir préparer pour après 2027, puisque normalement, on doit imaginer une nouvelle politique agricole commune pour après 2027. Eh bien, si on reste avec les modalités de distribution de la PAC telles qu'on l'a imaginé, y compris là, pour celle qui vient de se mettre en place au 1er janvier 2023, l'Ukraine qui va devenir de très loin le premier pays agricole européen, si on reste sur les mêmes modalités, ils vont siphonner l'enveloppe. Il y aura même plus d'enveloppe PAC pour les autres États membres. Et donc ça va nous imposer, et donc c'est triste à dire, mais finalement l'hypothèse de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne est une opportunité pour sauver peut-être la politique agricole commune et permettre une meilleure répartition de l'enveloppe publique européenne pour servir tous les agriculteurs, mieux les servir, mieux répartir l'enveloppe et sortir de ces difficultés économiques que rencontrent un certain nombre d'entre eux. Franck Sander, vous voulez réagir? On vous écoute, Franck. Réagir par rapport à l'ensemble des pays européens qui manifestent aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un gros problème au niveau européen. Pendant les 6 derniers mois, il y a au moins 10 grands textes impactant notre agriculture européenne qui a été discuté et qui aurait pu mettre à mal et qui va mettre à mal notre agriculture et donc qui va pousser vers de la décroissance. Donc ça, c'est un vrai problème parce que qui dit décroissance dit moins d'agriculteurs et à chaque fois qu'on contraint les agriculteurs, à chaque fois c'est le modèle familial français qu'on soutient tous, qui est esquinté. Et parmi ces lois aujourd'hui, effectivement, il y a le dossier sûr avec un objectif de 50% de produits phytosanitaires en moins. On est tous d'accord, le monde agricole, à vouloir évoluer à une condition, c'est qu'on ait des solutions. Malheureusement, aujourd'hui, si vous êtes malade, si nos plantes sont malades, par exemple, on n'a pas de solution pour les soigner. Alors qu'ailleurs, on va importer des produits, des plantes ou des aliments, des produits qui les utilisent, alors qu'en France et en Europe, c'est interdit depuis bien longtemps. On a un autre dossier, par exemple, qui est celui des émissions industrielles, et notamment par rapport à nos élevages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les petits élevages français, de volailles, de porcs, etc., vont devoir investir beaucoup, sans visibilité, justement, pour se mettre aux normes d'une réglementation qui... c'est absolument donc d'une réglementation qui est aujourd'hui beaucoup trop dure et en incohérence avec nos territoires et la réalité du terrain. Pareil sur la restauration de la nature. Donc en fait, aujourd'hui, ce manque de visibilité, ces contraintes font que le modèle agricole est mis à mal. Et c'est pour ça que les agriculteurs aujourd'hui ne sont pas du tout d'accord au niveau européen et français également avec ce qui est en train d'être poussé au niveau européen. Donc attention à pas trop pousser le balancier côté vert, effectivement. Alors, si on veut le pousser, il faut apporter des garanties du revenu. C'est malheureusement pas le cas. On ne peut pas nous mettre sur un marché totalement mondialisé avec des normes, hyper contraignantes pour les agriculteurs. Donc l'équation. Voilà, tous les agriculteurs qui d'ailleurs ne sont pas d'accord parce que Benoît Biteau, je suis pas du tout d'accord avec Chine. Je suis pas d'accord parce que déjà la réglementation. On ne défend pas le même modèle agricole, mais en tout cas ce qu'on défend. Non, mais c'est pas une question de modèle agricole. Je vais vous donner, Monsieur Sander.
Monsieur revenus, Sander, c'est des revenus pour les agriculteurs et que justement le travail soit tout simplement décemment indemnisé. Quand Monsieur on travaille Sander. On écoute la réponse de Benoît Biteau. Monsieur Sander, déjà, dire que la seule agriculture qui va nous permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire, c'est une agriculture intensive, productiviste, c'est absolument faux. Le commissaire lui-même, le commissaire à l'agriculture, donc à la Commission, nous a présenté les chiffres de la productivité de la ferme Europe. 12% des surfaces aujourd'hui font encore référence à une agriculture qu'on appelle familiale et paysanne. Eh bien, ces 12% de surfaces sont à l'origine de la production de 32% de la production de la ferme Europe. C'est bien la preuve que c'est pas l'agriculture productiviste et industrielle qui est la plus productive, c'est bien celle qui fait référence à cette agriculture paysanne et familiale. Et ça tombe bien parce que c'est aussi celle qui continue d'adopter des pratiques agronomiques qui font qu'ils utilisent moins de pesticides, moins d'engrais de synthèse. Donc l'opposition de l'économie et de l'écologie, il faut qu'on arrête avec ça. Sûr n'a jamais dit qu'il fallait réduire 50% de pesticides. Ça, c'est un autre texte qui s'appelle le texte de la fourche à la fourchette ou la directive sur la biodiversité. Ça n'est pas la même chose. Sur IED, émissions, directive sur les émissions industrielles où effectivement il est question de faire entrer l'élevage. Monsieur Sander ne peut pas dire que ça va être les petits éleveurs qui vont être impactés, puisqu'on a une étude qui montre que seuls seraient concernés en France par cette directive, qui n'empêche pas de produire. C'est juste que dans cette directive, il faudra qu'ils remplissent des formulaires administratifs supplémentaires pour être autorisés à faire cet élevage-là. 3% des élevages en France sont concernés. 3%. David Kella, c'est intéressant ce qui se passe là, s'il vous plaît, on va revenir en plateau. C'est qu'effectivement, au sein des agriculteurs, on n'a pas non plus les mêmes visions. Non, bien sûr, l'agriculture n'est pas homogène, ni en France, ni à l'échelle mondiale. Après, la question climatique est une vraie question. On peut pas, les agriculteurs peuvent, ils ont une responsabilité, comme tout le monde d'ailleurs, dans leur manière de produire, et il est normal, et c'est le cas de tout industriel, de toute personne qui produit, de respecter un certain nombre de règles. Et il est logique aussi que dans un cadre de plus en plus contraint au niveau écologique, on renforce les normes. Le problème qu'on fait, mais ça a été dit tout à l'heure, c'est que ces normes arrivent sans compensation, sans rémunération supplémentaire, avec des enveloppes qui diminuent et qui sont, je suis d'accord, très inégalement réparties. Il y a un autre problème qu'on ne soulève jamais, c'est que, par exemple, aux Pays-Bas, en ce moment, ils manifestent parce qu'il y a une tentative de baisser le nombre de bovins. Comme on a eu un rapport de la Cour des comptes qui a aussi dit qu'il fallait baisser le nombre de bovins. Alors pourquoi on veut baisser le nombre de bovins? Parce qu'on considère qu'ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que... Là, c'est la directive nitrate, là. Hein. Sur la Hollande, c'est la directive nitrate, le problème. Ouais, alors d'accord. Mais le problème, c'est qu'on considère qu'on va calculer le nombre d'émissions sur un territoire donné. Et donc, on va baisser les émissions sur le territoire. Or, normalement, ce qu'il faut faire, c'est calculer l'empreinte carbone. C'est-à-dire regarder la consommation globale. Le problème, c'est que si on diminue le nombre de bovins en France, mais qu'on continue de manger autant de viande de bœuf, eh bien, on va juste importer davantage de bovins et ça ne va pas être un progrès pour la planète. Donc, il y a aussi, quand même, dans les directives qui sont mises en place ou dans les normes qui sont mises en place, il faut quand même penser un peu plus global et éviter d'exporter ces émissions dans d'autres pays. Laurent Geoffrin, on a vu tout à l'heure les images en Allemagne, en Roumanie, en Pologne. Est-ce que l'exécutif regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, porte attention à ce qui se passe ailleurs? De très près, si j'ai bien compris. C'est le syndrome gilet jaune, là. Ils ont peur des gilets verts. Et pas au sens écologique du terme. et donc, ils sont très inquiets et donc, ils vont essayer de lâcher du lest, j'imagine. Mais ça, c'est nos amis qui peuvent le dire plus facilement. Moi, je ne suis pas suffisamment en contact de ce milieu. Mais il y a manifestement un langage, un style de protestation qui ressemble un peu à ce qu'avaient été les Gilets jaunes. C'est-à-dire, il n'y a pas de violence, mais il y a une colère, il y a un vocabulaire, il y a cette action qui a consisté à, vous savez, à inverser les panneaux, là, pour dire on marche sur la tête. Ça a bien fonctionné. Les panneaux des villages. Et des villes. C'est une idée originale, c'est une idée de lutte qui est même sympathique. Mais ça ressemble aux Gilets jaunes. On est dans quelque chose de
spontané. Il y a un modèle gilet jaune pour vous, Étienne, ou pas? Non, parce que c'est quand même un peu différent. Moi, je pense que c'est un peu le mouvement est quand même un peu différent des gilets jaunes. Et puis surtout, oui, il y a ce côté spontané. On l'a vu à Toulouse. Oui. Ça fait aussi quand même quelques semaines que ça mouronne et qu'on sent quand même qu'il y a une colère qui monte. Les panneaux retournés, c'était voilà une des les premières actions qui ont commencé à montrer que le monde agricole, le monde paysan allait mal. Après, le problème, c'est, voilà, on a parlé des politiques tout à l'heure. Moi, ça va faire bientôt 16 ans que je suis agriculteur. Ça fait mes parents, mes grands-parents, moi je suis la 5e génération sur la ferme. J'ai l'impression ce discours-là de l'entendre, mais tous les ans le même discours, quoi. Avant le salon, avant les élections, on a exactement le même discours de tous les politiques, hein, qu'ils soient de gauche ou de droite. Hein. On a exactement le même discours où on nous dit oui, on vous écoute, on vous entend, on va simplifier, vous allez voir, votre revenu va s'améliorer. À chaque fois que l'État a voulu simplifier, on s'est retrouvé avec des contraintes supplémentaires et des difficultés supplémentaires et des couches de paperasse à remplir encore plus qu'avant. Donc n'importe quel discours politique qui sera fait aujourd'hui, s'il n'est pas accompagné d'actes, évidemment que ça ne servira absolument à rien, que c'est pas ça qui va nous calmer. Il nous reste 30 secondes. Ça va être pour vous, David, une question de Carole qui nous dit pourquoi il n'y a pas plus de regroupement d'agriculteurs en coopérative en France. Ah bah oui, il y en a des coopératives, ça fait très longtemps. C'est quand même l'un des métiers, l'une des professions qui s'est le plus organisée en coopérative pour faire des achats communs. Il faudrait qu'il y en ait plus ? Bah, là, c'est pas à moi de le dire, en fait. Ça dépend. Alors, c'est vrai que la taille des exploitations augmente. Et là, c'est lié aussi au fait qu'il y a de moins en moins d'exploitants agricoles. Hein, donc, du coup, ça fait que les terres se concentrent. Et c'est vrai que plus les terres sont grandes, moins on a intérêt, finalement, à se mettre en collectif. Donc, c'est vrai qu'il faudrait plus de petits agriculteurs pour avoir plus de coopératives. Bravo. Merci beaucoup. Merci, David, qui est là. Merci à tous d'être venus sur le plateau de Week-end Direct. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On reviendra sur cette colère des agriculteurs et nous serons notamment à Carbone, près de Toulouse, où des agriculteurs bloquent toujours la 64 pour la 3e nuit consécutive. À tout de suite.